J'y ai vécu des choses incroyables, qui fait 12 milliards de chiffres d'affaires. Je n'étais pas heureuse. Parce que le trop parfait, je suis une nana qui fait du téléachat, je peux parler pendant 2 heures. C'est ça qui fait Animer plaisir. les foules, voir le regard des gens. Aujourd'hui, j'ai réussi, mais c'est pas fini. Bienvenue à tous pour un nouvel épisode d'Essential Talk. Aujourd'hui, donc, nous nous retrouvons avec Charlotte Rosier-Tapiro. Bienvenue. Bonjour, je suis ravie d'être là. Comment, du coup, vous êtes arrivé à venir au salon? C'est Florian qui vous a contacté? Ouais, qui Florian t'a contacté. Prodéo, absolument, m'a contacté l'année dernière. Je devais être là au salon l'année dernière, et puis il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que j'ai pas pu être là. Et Florian, qui est quelqu'un qui a une grande parole, m'avait dit « Tu seras la première que j'appellerai pour te booker l'année prochaine parce que je veux absolument que tu sois là. » Et c'est marrant parce que dans ce métier, dans ce milieu, il y a toujours des gens qui ont des paroles incroyables mais qui tiennent pas. Et Florian a tenu, et surtout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a de grandes valeurs. Et donc je suis là, et j'avais booké cette date bien en avance pour être sûre d'être là. Et je suis très contente. C'est vrai que moi, Flo, du coup, on travaille ensemble. Ouais. Et quand on a parlé de l'organisation des podcasts du salon, t'es la première de qui m'a parlé. Ah bah, Elle m'a dit, tu vas voir, elle est très parisienne. je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si on connaît la chanson de Gims, mais qui traverse au feu vert et qui s'en fout de la Tour Eiffel. Non, c'est vrai que t'es la première personne dont qui m'avait parlé. Donc, Ouais. je pense que ça avait vraiment un sens pour lui de... Mais je suis très touchée de ça. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Donc j'avais dit que je serais là, et on est là. Voilà. Ça fait plaisir, et en on tout cas. soutient, et je partage, et on vient de se balader dans le salon. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir des gens qui viennent exposer pour expliquer l'investissement, pour rassurer sur tout ça, parce que ça peut paraître très flou. C'est une population qui est très jeune, et je trouve que ça met du baume au cœur, parce que ça rassure sur l'avenir. Donc, non, faut vraiment... Alors, si vous écoutez ou vous regardez ce podcast, il faut venir l'année prochaine, parce que ça va revenir, ça va être la 3e édition. Et je le dis parce que je suis certaine que ça peut apporter des choses. Moi-même, l'argent, pour moi, est un sujet un peu tabou, un peu, je sais pas. Donc, investir, c'est toujours un peu obscur. Mais là, ça dédramatise. On peut un peu démystifier tous les mythes qu'il y a Exactement. autour de l'entrepreneuriat. Ça ouvre les choses. C'est clair. Ouais. Le but, c'était vraiment ça, avec le salon, c'est de pouvoir ouvrir accès en fait, à toutes les choses que l'entrepreneuriat peut offrir aux plus jeunes, et surtout qu'ils comprennent que ça ne s'arrête pas juste à avoir une Ferrari ou avoir 1 million sous le compte. Exactement. Plein d'autres choses autour. Donc ici, voilà, je pense qu'on peut commencer peut-être par comment tu as grandi, où est-ce que tu as grandi, et alors, je sais que tu as eu donc, une activité avant la télé, comment tu as démarré, et en quel environnement en fait tu as un peu grandi? Alors, moi, je suis née à Paris, dans le 15e arrondissement, il y a 41 ans, presque 42 ans. J'ai grandi dans un milieu qui n'est pas du tout un milieu bling-bling. J'ai grandi dans un environnement chaleureux, en sécurité. J'étais bien. Enfin, mes parents ont divorcé quand j'étais petite. J'ai toujours été entourée de beaucoup d'amour et de... Donc sur ça, tout va bien. Le côté télé n'a jamais été vraiment présent dans ma vie, parce que voilà, j'ai une maman qui travaillait à l'époque chez Europe Assistance, donc de l'assistance pour les gens. Mon père était directeur import-export dans le luxe. Donc voilà, moi, la télé, les médias, tout ça, c'était pas du tout pour moi. Et d'ailleurs, je n'y avais jamais pensé. J'étais une bonne élève. J'étais une gentille petite fille qui était bonne à l'école parce qu'elle travaillait, mais je ne pensais pas avoir des talents particuliers. J'ai fait une grande école de commerce parce que je ne savais pas trop quoi faire, et ça me permettait de faire un peu tout. Donc j'ai avancé comme ça en faisant des non-choix. C'est-à-dire que je n'avais pas forcément une idée précise de ce que je voulais faire. Donc j'ai fait mes études à Lille, pas loin d'ici, à l'EDEC. Et je me suis lancée dans le marketing parce que je n'avais pas envie de faire de la finance. Mais pas parce que j'avais envie de faire du marketing, juste parce que je n'avais pas envie de faire de finance. Je suis partie pendant 1 an à Londres, où j'ai fait du marketing pour Disney, etc. Enfin, je me suis éclatée. Et je me suis lancée dans la vie professionnelle en marketing pour des gros groupes cosmétiques comme L'Oréal, comme Shiseido, comme Beiersdorf, qui est le groupe de Nivea. J'y ai vécu des choses incroyables, mais je n'étais pas heureuse. Et pour moi, c'était la vie. C'est-à-dire que je ne m'étais jamais posé la question de ce que j'avais envie de faire. Mais bon, j'avançais, j'y allais. Sauf que j'étais vraiment malheureuse, et que j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin des gens qui se sont souciés de mon bien-être. Je pense à une femme qui s'appelle Morgane Jouot, Frédéric Salle, qui étaient des gens avec qui j'étais chez Beiersdorf et qui se sont posés la question de savoir si j'étais bien. Et ils m'ont accompagnée dans cette recherche de bien-être.
dans ces questions finalement posées un peu tard, mais au moins que je me suis posée vers 25-26 ans. Et j'ai eu la chance qu'on me propose de faire un bilan de compétences jeune. Donc j'ai fait ce bilan de compétences et là je me suis rendu compte que finalement la voie que j'avais choisie n'était peut-être pas forcément la bonne pour moi. Et je suis devenue entrepreneur en quelques mois. Je me suis formée en technique de conseil en images et j'ai monté mon agence de conseil en images. Ok. Conseil en images, c'est quoi ? C'est savoir comment se taper, comment s'habiller, comment se mettre en valeur, pourquoi tu as une pochette, pourquoi tu as choisi cette couleur de cravate, pourquoi est-ce que tu as mis un costume. Ouais, c'est vraiment chaque petit détail. En fait, c'est savoir se mettre en valeur et capitaliser sur ses atouts. Bref, j'ai monté mon agence de conseil en images qui s'appelle Mademoiselle Charlotte. Et en devenant entrepreneur, j'ai découvert plein de choses. Et j'ai adoré ça. Et en même temps, je me jetais dans la gueule du loup. Et je ne pensais pas du tout être entrepreneur. Mais je le suis devenue. Et en parallèle de ça, je me suis investie dans une association qui s'appelle Joséphine pour la beauté des femmes, qui aide les femmes en situation de précarité à reprendre en main leur beauté. Et dans cette association, j'en parle parce que humainement, ça m'a fait du bien, parce qu'intellectuellement, j'avais besoin de mettre du sens dans ce que je faisais. Il y a beaucoup de médias français et internationaux qui sont venus faire des sujets sur cette association. C'était nouveau, pourquoi on aide les femmes, pourquoi on les aide à s'habiller, etc. Et j'ai plein de journalistes qui m'ont dit « mais tu devrais faire de la télé, tu devrais faire de la radio, tu devrais faire un truc dans les médias parce qu'en fait, tu as cette facilité à t'adresser à des gens, à raconter ce que tu fais, à aider les autres. » Et c'est comme ça qu'en fait, ça a commencé à me titiller un petit peu, que M6 à l'époque est venu me chercher pour avoir une chronique de relooking, de conseil en images dans une grande émission. Et petit à petit, voilà, la télé est arrivée. Et ce qui a été un tournant pour moi, c'est une chaîne de téléachat américaine qui s'appelle QVC, Oui. qui existe depuis plus de 30 ans aux US, 35 ans je crois, comme ça, qui existe dans 8 pays dans le monde, qui fait 12 milliards de chiffre d'affaires, qui est un mastodonte du live shopping. Et je dis live shopping parce que c'est live, c'est-à-dire que c'est pas enregistré, il n'y a pas de montage, c'est en live et c'est la meilleure école de télévision que je puisse connaître. J'ai été formée à Londres, j'ai été formée en Italie. On était en 2015 à l'époque. La chaîne se lançait en France et j'ai eu une formation véritable de télé, de direct, de comment gérer une caméra, de comment regarder la caméra, de comment s'adresser à un auditeur, de comment vendre ce verre d'eau ou ta cravate. Et je suis fan de ça. Voilà, donc voilà comment j'ai commencé la télé. C'était pas prévu, mais finalement, il faut savoir se laisser surprendre. Comment ça s'est développé? Enfin, j'imagine que déjà dans le secteur de l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est beaucoup d'hommes, ça fait plaisir de voir des femmes. Ouais. Comment tu as réussi à faire ta place et comment ça s'est développé cette première société? Alors, mon agence de conseil en images, j'avais pas tellement les codes de l'entrepreneuriat parce que pour moi, j'avais toujours été une bonne exécutante, une future directrice marketing dans un groupe, etc. Donc, je l'ai fait un peu au feeling. Et je l'ai fait avec le réseau. Donc, j'ai beaucoup capitalisé sur mon réseau. Mon premier client, quand j'ai monté ma boîte, c'était Procter & Gamble. Donc, Procter & Gamble, donc un mastodonte du grand public, de la grande conso. Et je me souviens très bien que c'est une ancienne nana avec qui j'étais à l'EDEC, Nathalie Erasmus, je me souviens très bien si elle me regarde. Elle est peut-être le podcast. Ouais, je lui enverrai. Qui m'a contactée en me disant, écoute, j'ai vu ton statut LinkedIn qui a changé, j'ai vu que tu n'étais plus chez Beiersdorf au marketing, j'ai vu que tu avais monté ta boîte de conseil en images, de marketing de soi. Je suis chez Procter & Gamble, on doit organiser un séminaire avec un événement sur plein de sujets, mais on a envie de leur proposer un atelier de conseil en images, de colorimétrie, d'analyse morphologique. Est-ce que tu fais ça? Oui. Oui, bah quand tu es entrepreneur, parfois tu dois... Oui, bien sûr, tu te challenges. Et est-ce que tu le fais en anglais? Ben oui, bien sûr, je le fais en anglais. Et ça a commencé comme ça. Et en fait, je me souviens de ce voyage que j'ai fait pour aller... C'était à Montreux à l'époque, en Suisse, où en fait, j'ai pris ce train et dans ce train, je me disais... Ok, je joue un peu ma vie parce que j'ai changé de carrière. Et là, je dois me prouver à moi-même que j'aime ce que je fais et que je suis bonne là-dedans. Et je me souviendrai toute ma vie le bonheur que j'ai eu à transmettre, à développer ce module, cet atelier. Quand je suis rentrée, je savais que c'était mon métier, que c'était ce que je voulais faire et que j'étais à ma place. Donc ça, c'était ma première expérience. Ensuite, je me suis adressée aux particuliers. Donc j'ai accompagné des gens sur comment se mettre en valeur dans leur vie perso, mais forcément dans leur vie pro. J'ai accompagné des groupes hôteliers sur l'image de leurs salariés, de leur staff, pour s'adresser au mieux à leur public. J'ai accompagné des hauts dirigeants.
voilà, des politiques. C'est quoi en fait pour toi l'importance de bien s'habiller qu'est-ce que ça dégage au-delà peut-être de la confiance en soi que ça peut apporter. Mm. Est-ce En qu'il y fait, a des choses que ça apporte c'est un premier message que tu transmets. Pourquoi ce matin tu t'es dit je vais mettre une pochette, un costume croisé, une veste, tu vois, il y a une démarche. Pourquoi moi j'ai décidé de mettre ça. Ouais. J'ai eu mon fils ce matin en visio qui me dit maman on dirait un commandant d'avion. Bah ouais. Mais parce que j'aime bien être. Si je parle de moi, c'est plus facile. Oui. Je sais où sont mes atouts, je sais ce que j'ai intérêt à mettre en avant. Et en même temps, j'ai envie de faire passer un message. Si je ne parle pas, je veux que le message y passe. Si on a une première impression, elle est forcément importante. Après, on peut toujours renverser la situation. Mais les gens, ils rament ensuite. C'est-à-dire que si ton message, il est clair et qu'il est cohérent d'un point de vue visuel, ensuite, c'est plus facile. On sait de quoi on a l'air. On sait moi, je suis une nana, je suis blonde, j'ai les yeux clairs. Si j'arrive habillée en Barbie, je vais être catégorisée tout de suite dans quelque chose. Oui. Mais je peux en jouer d'ailleurs. Oui. Mais j'ai pas envie là. Donc l'importance de savoir bien s'habiller, ou en tout cas de savoir comment s'habiller, ça donne une information supplémentaire aux gens, ça fait gagner du temps. Et ça permet... Ouais, ça soutient son discours. Non, c'est vrai. Et je trouve que ça, pour l'interlocuteur qu'on a, ça lui donne aussi une information sur la confiance et sur la connaissance qu'on a de soi. Si on met une chemise qui est trop petite, si on met un pantalon qui est trop petit, qui ne va pas, qui s'ouvre, qui baille, ça montre à la personne en face de soi qu'on ne se connaît pas et qu'on n'est pas capable de gérer son image. Et donc, est-ce qu'on va être capable de gérer autre chose dans sa vie ? Bien sûr, ouais, c'est plus par rapport au fait que voilà, ça dégage peut-être le fait de prendre soin de soi. Exactement. C'est vrai que par rapport au fait de se connaître, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai en fait ça. au final. Est-ce que tu as travaillé ta barbe particulièrement pour ce salon de l'investissement ? Est-ce que tu t'es dit, OK, je vais mettre un peu de gel ou pas ? C'est important. Parce que si tu n'es pas capable de te gérer toi, est-ce que tu vas être capable de gérer ce podcast ? Est-ce que tu vas être capable de t'adresser à un interlocuteur ? Je trouve que ça donne beaucoup d'informations, beaucoup de non-dits, c'est le non-verbal. Donc maintenant, je bosse à la télé de façon régulière, etc. Mais il m'arrive d'accompagner des hauts dirigeants sur leur image, de les aider. Non, ça ne s'est jamais vraiment arrêté, finalement. On peut avoir une anecdote peut-être par rapport à ce secteur-là. Est-ce que vous avez accompagné quelqu'un qui est un peu connu ? Il y a une anecdote un peu drôle sur lui ? Si vous pouvez le dire. Alors, je peux pas donner de nom. Mais j'ai accompagné plein de styles de personnes, des hauts dirigeants, un haut dirigeant en particulier qui a eu besoin de se repositionner d'un point de vue stylistique et global. Et il a fait appel à moi. Et ce qui est génial, c'est que c'est du bouche à oreille. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très valorisant, en fait. Parce que quand on accompagne quelqu'un, on rentre dans l'intime. Et donc, je pense à un haut dirigeant d'un très gros groupe français de distribution qui m'a contacté. Et c'est des gens qui nous font entrer dans leur intimité. Donc, on se retrouve dans des dressings, dans des appartements, à regarder, OK, alors ça, c'est oui, ça, c'est non. Et en fait, alors, ce sont des gens qui font la pluie et le beau temps d'un point de vue business, qui se retrouvent tout petits. Et je les ai en fait là et je leur dis non, ça c'est pas possible. Et en fait, j'aime beaucoup cette dimension parce que c'est une démarche de confiance. Après, il faut faire très attention pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Les consultants en images peuvent dire tout et n'importe quoi. Donc, il faut vraiment avoir un feeling, avoir un contact avec la personne et une confiance toute particulière. On peut avoir deux conseillers en images qui vont pas forcément être adaptés à nous. L'un peut être plus adapté que l'autre. En fait, je pense que c'est vraiment une histoire de confiance. C'est comme une relation. Il faut vraiment donner sa confiance à quelqu'un parce que ça peut influencer beaucoup et pas forcément dans le bon sens. Donc, non, moi, j'ai eu des très belles expériences. J'ai eu des moments aussi complètement dingues où j'ai des gens qui me... Ça, c'est une anecdote. C'était il y a quoi ? Il y a 12, 13 ans. J'ai un monsieur qui m'appelle au téléphone et qui m'explique qu'il a besoin que je lui apprenne à marcher en talons. Non, mais véridique. Madame Rosier, j'ai besoin que vous m'appreniez à marcher en talons parce que je rêve d'être une femme, mais que je ne le suis pas et que je vous ai vu dans un reportage et que j'ai aimé la façon dont vous marchiez à la télé. Je vous trouve très élégante. Là, je me suis dit, mais OK, est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? J'ai rencontré cette personne. Donc voilà, donc on n'était pas à une époque encore où les gens qui assument leur bisexualité, leur côté un peu LGBT, nanana. Il y a 12 ans, c'était encore très fermé. Hein. Et j'ai rencontré cette personne.
n'ai pas été au bout du process parce que moi, je n'avais pas complètement confiance en la personne. Mais pourquoi pas ? Aujourd'hui, pourquoi pas ? Enfin, je trouve que en fait, c'est tellement quelque chose qui fait partie maintenant de la vie professionnelle, de la vie personnelle, donc de la vie tout court, que ce rôle, il est important. Et moi, j'ai toujours été très honorée d'accompagner les clients qui étaient les miens, qui sont parfois devenus des amis. Ça me fait penser un peu... c'est vrai que moi, du coup, personnellement, Ouais. pour parler un peu de ce que je fais, moi, je suis courtier en crédit hypothécaire. Donc, en tant que courtier, c'est vrai que c'est un peu la même chose qu'un conseiller, parce qu'on est des conseillers aussi, Bien en fait. sûr. Parce que nous, on conseille sur l'investissement immobilier, sur la gestion du patrimoine. Et en fait, quand on est un courtier, c'est vrai qu'on reçoit des informations, on connaît toute la vie en fait de la personne, on sait combien elle gagne, on connaît l'âge de ses enfants, sa taille, son poids, s'il fume, on connaît tout aussi. Et c'est vrai que je trouve que c'est un poste qui est très important et très intéressant aussi à exploiter. En fait, c'est quelque chose où on peut vraiment apporter du positif aux gens. Obtenir un prêt hypothécaire en Belgique peut vite devenir un parcours du combattant. Trouver le bon taux, trouver la bonne banque adaptée à votre profil et optimiser à 100% sa capacité d'emprunt. Tout ça, on s'en occupe pour vous. Grâce à une analyse financière complète et une projection long terme, nous mettons tout en place pour obtenir les meilleures conditions. Pour un audit financier de votre situation, prenez rendez-vous gratuitement via le lien en description. Je trouve ça touchant que les gens nous fassent autant confiance sur des sujets différents. Bien sûr, mais ça revient au même point. Mais ça revient exactement. Tu as raison de faire ce parallèle parce que plus on avance, plus les gens arrivent à se confier. Et c'est marrant parce que j'avais des clients hommes, des clients femmes. Je pensais quand j'ai monté ma boîte que j'allais avoir plus de femmes que d'hommes. Eh bien non, j'avais 60 à 65% d'hommes dans ma clientèle. Et parce que les hommes, sur ce créneau-là, à partir du moment où ils ont confiance, ils lâchent tout. Alors que les femmes ont tendance à se dire « Ok, moi, je m'y connais un petit peu mieux. J'ai adoré faire ça et faire que ça pendant plusieurs années. Et ma boîte, d'ailleurs, était en croissance. Enfin, ça a été extraordinaire. Vous avez des employés dans cette boîte ? Non, j'étais toute seule. Toute seule. Mais parce qu'en fait, les gens me voulaient moi. Ça a été un peu la limite de cette entreprise. C'est-à-dire que... C'est parce qu'elle est là, vu que vous êtes tout seul. Exactement. J'ai formé des gens. Quand j'ai eu mon activité à la télé qui était beaucoup plus importante, il a fallu que je remette mes clients hôteliers ou mes gros groupes à une personne. Donc, je l'ai fait. Mais en fait, les gens me voulaient moi. Parce que c'est tellement humain, c'est tellement... C'est votre expertise. C'est mon expertise, c'est ma sensibilité. Et je ne sais pas si j'aurais eu envie d'avoir une grosse entreprise. Moi, j'aime beaucoup le one-to-one, j'aime beaucoup l'humain. Ouais. J'aime beaucoup. Et après, j'avais des prestataires avec lesquels je travaillais en toute confiance. Des stylistes, des maquilleurs, des coiffeurs, voilà, c'est... Et du coup, pour après switcher sur la partie télé, qu'est-ce que cette expérience-là t'a apporté en termes de compétences entrepreneuriales ? Alors, déjà en compétences perso, parce que quand tu fais de la télé, t'es devant une caméra, donc t'es censé être en confiance. Bien sûr. Et moi, ma confiance, elle s'est construite parce que j'ai pas toujours eu confiance en moi, j'ai pas toujours été bien dans mes baskets. J'ai fait un gros travail sur moi parce ça arrive pas comme ça et on se dit ça y est, je gère. Pas du tout. Donc moi, ça m'a apporté en confiance. Et en fait, comme je suis rentrée à la télé par le biais de j'aide les autres à se sentir bien, puisque je faisais du relooking avec bienveillance, avec générosité, avec transmission. Le sujet n'était pas tant moi que les autres. Et donc, c'était plus facile d'aider les autres devant une caméra à se sentir bien. Donc, voilà. Et d'un point de vue entrepreneurial, c'est comment tu factures, comment tu négocies, Et après, c'est jamais très facile de se vendre parce que c'est un métier particulier. Enfin, il faut parler de son image sans avoir l'air présomptueux, sans avoir l'air de se la raconter. Et donc, j'ai pris un agent qui me vendait. Même si je lui apportais les clients, parce que je lui disais, OK, j'ai été contactée par telle personne, je les renvoyais pour parler d'argent ou pour parler d'honoraires, etc., auprès de cet agent. Et donc, savoir où sont ses limites. Le syndrome de l'imposteur, parce que ça joue beaucoup chez les entrepreneurs, c'est peu à peu effacé. Parce que je l'ai eu au début. Mais qui je suis pour aller aider les gens à s'habiller ? Qui je suis pour parler devant une caméra ? Qui je suis pour juste transmettre mon expérience ? Oui, bien sûr. Et en fait, si, parce que j'en ai vécu des trucs, parce que mon expérience peut certainement en aider d'autres, parce que moi, à l'époque, j'aurais bien aimé qu'on me transmette ces petites astuces, ces petites clés, ces petites vulnérabilités qui font du bien. Parce qu'on n'arrive pas en se disant, ça y est, tout est géré, c'est bon. Il y a des jours où je me dis, bon, je suis
pas totalement sûre de tout, mais c'est ça Bien sûr. aussi qui fait l'authenticité. Ah, c'est ça que les gens aiment aussi. Bah oui, on n'est pas... C'est pour ça que nous, par exemple, pour le podcast, Ouais. on a surtout misé sur l'improvisation. Même si on a une idée de là où on va arriver Ouais, à la fin, je pense que c'est le naturel. c'est ça, c'est beaucoup plus naturel et je pense que les gens préfèrent Bah oui. que les choses se fassent naturellement et que ce soit authentique en fait au final. En fait, aujourd'hui, je pense que le trop parfait saoule. C'est-à-dire quand c'est trop léché, quand c'est trop nickel, quand c'est trop télécommandé, quand c'est trop préparé, c'est chiant. Non mais, il faut se le dire. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je trouve, en tant que spectatrice, en tant qu'auditrice, et j'en écoute des podcasts, quand c'est trop nickel, c'est chiant. On a envie d'aspérité, on a envie de suivre tape une dans mon discussion. micro, on a envie de bégaiement, on a envie de fou rire, on Ah, a envie de... c'est comme si on écoutait une discussion entre deux personnes. Exactement. C'est tout simplement et en ça. fait, l'objectif, c'est que les gens ils aient envie de continuer d'écouter, parce qu'il y en a plein des podcasts. Pourquoi celui-là, il émergerait plus qu'un autre ? Parce qu'on est sincère, parce qu'on se découvre, parce qu'on donne des Des astuces. exactement, parce qu'on partage des secrets, parce que ce que je dis maintenant, je dirais les choses différemment dans 2 minutes, quoi. Vous avez exactement compris, hein. Tu as exactement compris l'ADR en fait de ce qu'on voulait donner aux gens. Mais je pense que c'est indispensable. Et d'ailleurs, et j'en parlerai cet après-midi, puisque donc, je donne une conférence au salon, Oui. L'investissement, autant moi, l'argent, tout ça, c'est un sujet qui... c'est pas que ça m'intéresse pas. Parce que plus j'avance et plus je me dis, OK, j'ai envie de gagner de l'argent. J'ai envie de gagner de l'argent, pas pour gagner de l'argent, pour emmener mon fils en vacances, partir avec mon mari, faire des jolis cadeaux, avoir une jolie vie, etc. Bien sûr. Transmettre, évidemment. Mais après, moi, l'argent pour l'argent, je suis pas très à l'aise à parler avec ça. En revanche, d'investir, et c'est marrant parce que quand on m'a dit, Charlotte, on te veut sur le salon de l'investissement, je dis OK, mais pourquoi ? En fait, je comprends pas bien le principe, Oui. en quoi je vais vous apporter quelque chose, quoi. Et je me suis posé la question, et en fait, moi, j'ai investi sur moi. Il y a plein de façons d'investir. Il y a plein de façons d'investir. Il y a d'investir dans, je sais pas, dans de l'immobilier, d'investir à l'étranger, de faire marcher des trucs. Et dans tous les sens, je connais pas grand-chose. Moi, la seule chose que je sais, c'est que j'ai investi sur moi. Je me suis formée, je me suis entourée, j'ai fait du développement personnel, j'ai travaillé sur les gens. Et tout ça, en fait, ce développement et cet investissement sur soi, c'est celui qui nous lâchera jamais. Parce qu'en fait, il peut que grandir si on a décidé de le faire. Et toi, par exemple, par rapport à l'investissement personnel, Ouais. c'est quoi celui qui t'a le plus apporté par la suite, qui a le plus porté ses fruits en fait ? Peut-être qui a servi à la télé ou je sais pas. J'ai fait une formation il y a quelques années avec un couple. Je me souviens plus comment s'appelait cette formation. Et en fait, on était en groupe et j'ai appris à prendre confiance en qui j'étais et assumer mes envies pour la suite. Et donc, c'était un travail de développement personnel vraiment sur mesure, mais en même temps en groupe, pour avoir le regard de l'autre qui te poussait. Donc, il y a eu ça qui était très important parce que ça a été un moment pivot dans ma vie. En même temps, c'était un moment où j'essayais d'être enceinte. Donc, je suis tombée enceinte pendant cette formation. Ok. Et donc pour moi, il y a un poids particulier. Enfin, c'est important. Et l'autre moment important, ça a été le bilan de compétences que j'ai fait au tout début, quand j'étais encore chez Beiersdorf. Et j'avais ma formatrice, je me souviens très bien, qui s'appelle Sophie Besson, qui est une nana avec qui je suis toujours plus ou moins en contact. Ce bilan de compétences que Beiersdorf m'a offert, et j'avais 25 ans, 26 ans, donc j'étais un bébé, quoi. Les bilans de compétences, pour moi, c'était pour les quarantenaires, les cinquantenaires, enfin. Je me souviens qu'on a vraiment cherché, et ça a été très fort, quels étaient mes talents naturels. On a tous des talents naturels, tous. On n'en a pas conscience. Et je trouve qu'aujourd'hui, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est en Belgique, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais je pense qu'à l'étranger, c'est travaillé différemment, surtout dans les pays anglo-saxons. En France, on n'a pas tendance à valoriser les gens de façon individuelle. Moi, mes talents naturels sont différents des tiens, sont différents du voisin, sont différents de mon mari, de Florian Prodéo, enfin, voilà. Et de développer sa vie professionnelle en fonction de ses talents naturels, c'est tellement plus efficace. Exemple, moi, je me suis lancée dans le marketing. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi, je ne sais pas trop, mais parce que je n'avais pas envie de faire de finance, que ça me saoulait, que je ne comprenais rien, et que j'avais pas envie de faire l'effort de me dire, OK, ça peut... Ouais. Je me suis retrouvée derrière un ordinateur à faire des parts de marché, à lancer des produits, lancer des gammes de maquillage. Enfin, sur le papier, c'était super. Sauf qu'en fait, mes talents naturels n'avaient rien à voir avec le métier dans lequel j'étais, la boîte dans laquelle j'exerçais.
Et mes talents naturels, il y en avait 3. Je devais être dans un domaine de créativité, où je devais transmettre des choses aux gens dans un contexte de liberté d'organisation, de planning, de logistique, etc. C'était à l'inverse de ce que je vivais. Donc, j'ai trouvé un métier, je me suis créé mon métier avec ma boîte de conseil en images, dans lequel, oui, j'étais dans un domaine de créativité, oui, je transmettais des choses dans ce genre, et oui, je m'organisais comme je voulais, quand je voulais. Donc, si j'avais su ça peut-être avant, j'aurais fait les choses différemment. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je conseille aux gens, c'est, même s'ils sont dans un métier particulier, s'ils font des choses... mais s'ils sentent qu'il y a un truc qui ne marche pas complètement, se poser 2 secondes, se prendre une feuille de papier, qu'est-ce que j'aime pas, dans quoi je suis bon et dans quoi je suis moins bon. Et d'arriver à faire des synergies pour comprendre que voilà, on peut peut-être orienter les choses différemment. C'est vrai, parce qu'au final, moi, je prends par exemple mon cas personnel. Ouais. Moi, du coup, ça fait 1 an que je suis entrepreneur. Et au départ, en fait, j'ai toujours été dans le sens où les gens voulaient que j'aille. Ouais. Donc, mes parents m'ont toujours dit, voilà, Je peux te demander quel âge tu as ? 23. Ouais. Et donc, moi, par exemple, je faisais des études en Belgique, c'est e-business. C'est un peu l'équivalent donc, de sciences économiques en France. Et donc, c'est tout ce qui concerne le business en ligne, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce qui me plaisait, alors qu'au départ, je le pensais aussi. Ouais. Et je me voyais pas, en fait, continuer ça toute ma vie. Et en fait, c'est à un moment donné, j'ai eu la bonne opportunité. Et en fait, par pur hasard, et vraiment juste grâce au réseau, en fait, relationnel, je suis tombé sur un... Il n'y a pas de hasard, hein, juste... Je pense aussi. Ouais. Je pense que c'est question de moment et d'alignement. Ouais. Et là, je suis tombé sur l'opportunité. Et finalement, aujourd'hui, donc, je fais un métier par lequel je suis passionné. Je fais pas ça pour l'argent. Le podcast, c'est aussi du plaisir. Je fais pas ça pour l'argent. Et je pense que c'est ça qui fait la différence, en fait, au final. Si on veut vraiment réussir dans ce qu'on fait, c'est de faire les choses par passion et pas pour l'argent. Exactement. Alors, l'argent doit pas être une honte non plus. Plus j'avance, plus je me dis, OK, bah, je vaux quelque chose. Donc, il ne faut pas se minimiser, il ne faut pas se... Voilà, je pense que c'est important de savoir ce qu'on vaut. Bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si on est aligné avec soi-même et qu'on va dans un sens qui est cohérent, toi, tu es totalement cohérent à faire ton podcast. Je ne te connais pas, tu as une super voix, je trouve que tu es à l'écoute, il y a une empathie, il y a quelque chose, il y a un intérêt. J'aime beaucoup apprendre des autres. Mais oui, et surtout, je trouve que ton attitude, et je ne te connais pas, on s'est rencontrés hier soir rapidement, on a envie de te parler. Ça me fait vraiment plaisir. Non, mais c'est sincère. On a envie de te parler. Et franchement, d'animer un podcast quand on n'a pas envie d'écouter les gens, c'est chiant. Là, c'est pas le cas. C'est pour ça. Mais moi, c'est pour ça que j'ai surtout misé sur l'aspect vraiment authentique. Oui. Parce que pour moi, il n'y a rien de mieux que d'échanger avec quelqu'un sur le moment et pas de scripter en fait la totalité. Parce qu'au final, je pense que les gens aussi préfèrent ça, comme on l'a dit juste avant. C'est ça. Mais d'ailleurs, à la télé, de plus en plus, puisque là, j'y viens, donc on va passer, QVC, donc chaîne de téléachat américaine. J'ai bossé là-bas pendant 4 ans et demi. J'ai appris à faire de la téloche. Il y avait des fous rires, il y avait des... Comme c'est du direct, c'était n'importe quoi et c'était extraordinaire. Je donne une anecdote. Le mec qui vient vendre un mixeur extraordinaire. Donc on est en cuisine, je ne sais plus quelle heure il était, enfin bref. Et le mec fait fondre du chocolat, fait mixer du chocolat, etc. Il oublie de mettre le couvercle. Et toi, tu es là, l'animatrice à côté, tu te prends du chocolat dans la figure. Et tu continues avec du chocolat et tu goûtes le chocolat. Je dis, c'est super, franchement, ça marche très bien. C'est les aléas du live. Et c'est extraordinaire. Et c'est ça qui plaît. Pourquoi il y a des bêtisiers tous les ans à la téloche ? Parce que c'est ça qui fait rire. C'est ça que les gens aiment. Mais c'est ça que les gens aiment. C'est ça qu'on aime. Toi, moi, je regarde pour ça. Enfin, bien sûr, moi aussi. donc voilà. Cette chaîne de télé, j'ai développé avec eux différents formats de conseils en images à la télé, en direct, avec les vêtements et les accessoires qu'on vendait sur cette chaîne. Puisque donc, c'était du live shopping. Oui. Je me suis éclatée. Pendant ces 4 ans et demi, je me suis mariée, j'ai fait un bébé. Donc, j'ai vraiment avancé avec cette boîte. La boîte s'est arrêtée. Enfin, QVC en France s'est arrêtée parce que ça ne ramenait pas le chiffre d'affaires qui était attendu. Puis ce sont des Américains. Ils sont arrivés comme des Américains, avec beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Avec les grands sabots. C'était incroyable. C'était American Dream, quoi. C'était fou. Et ils sont repartis comme des Américains aussi parce qu'en fait, ça ne générait pas assez de chiffres. Donc, ils sont repartis. 2019, ça se termine. Moi, je trouve ça... j'avais fait le tour de la question, donc j'étais à la fois flippée et en même temps très contente que ça me donnait un petit coup de pied aux fesses. Et là, j'ai des entreprises qui sont arrivées vers moi en me disant, voilà, on a besoin de quelqu'un pour animer des événements. En l'occurrence, BPI France, qui animait une tournée d'été qui s'appelait le French Fab Tour.
et avec un monsieur qui s'appelle Patrice Béguet, qui était le directeur de la communication, vice-président de la communication. Et j'ai animé pour eux 3 étés consécutifs, ce qui s'appelait le French Fab Tour et le Big Tour. L'objectif était de mettre en avant les valeurs de la France en tant qu'entrepreneur, de faire rester les jeunes entrepreneurs en France. Et donc, c'était une tournée des plages. La journée, c'était très institutionnel, avec les préfets, le ministre, le président de la République, etc. Et le soir, c'était concert ouvert à tout le monde, avec Danse avec les stars, The Voice, enfin tout ça. Et il fallait animer ça tout le temps. La journée, le soir, je me suis retrouvée devant des milliers de personnes à faire des clappings. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et là aussi, je me retrouve dans des situations, et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est le challenge, c'est parfois, on te demande si tu es capable de faire un truc, comme Procter & Gamble à l'époque. Est-ce que tu sais faire ça ? Oui, alors que tu l'as jamais fait, mais tu penses que tu peux savoir le faire. Et là, on me dit, est-ce que tu sais monter sur scène et animer des concerts ? Bien sûr, jamais de ma vie. École de commerce, j'ai parlé devant une caméra. Mais moi, un concert, bon. Et puis caméra, c'est comme ici, c'est un peu intimiste. Un concert, tu as des milliers de personnes, les gens ne viennent pas te voir. C'est pas moi qui fais le concert. Tu fais le passe-plat entre les... Et donc, je me suis pas survendue, mais j'ai parié sur moi. Et j'ai bien fait. Et j'ai mon mari qui, lui, fait de la scène. Il chante, enfin voilà, il sait ce que c'est que la scène. Quand je lui ai dit, OK, je vais devoir animer des concerts, il me connaissait à la télé. Il m'a dit, alors attends, juste, il va falloir que tu te lâches. Il faut lâcher les chevaux, quoi. Et je crois qu'au début, il a eu un peu peur pour moi, en se disant, mais... Et au premier concert que j'animais, en fait, il m'a regardé, j'ai vu dans ses yeux, ça y est, tu y es, quoi. Et en fait, c'est ce que je préfère faire. C'est ça qui fait animer plaisir. Les foules, voir le regard des gens, leur dire, OK, je sais que vous n'êtes pas là pour moi, mais c'est pas grave, on va passer un moment ensemble. Et ça, j'ai animé 3 étés consécutifs. C'était dingue. Et comment tu t'es sentie la première fois devant une caméra ? Ah, devant la caméra. Même à la télé, hein, je veux dire. Mais en général, comment tu t'es sentie devant une caméra ou à la télé ? Très bien, en fait. Directement ? Ouais. Si je suis très honnête... C'est l'un ou l'autre. Ouais, non, mais si je suis très honnête, oui. Très bien. Avant de monter sur une scène devant un public, je peux te dire, je faisais pas la maline. Hein. Vraiment. Devant la caméra non plus, quand t'as le décompte dans l'oreillette, etc. On te dit 4, 3, 2, 1. T'as cette espèce de petite adrénaline, mais qui est tellement extraordinaire. Ouais, et après, une fois que c'est lancé, c'est lancé. J'adore. Il y a un truc... Et encore aujourd'hui, tous les matins, je suis à l'antenne sur M6, puisque j'anime le téléachat maintenant depuis 2 ans, et sur M6, j'ai cette excitation. Je ne suis pas en direct. On enregistre en conditions de direct. Donc, j'ai des enregistrements plusieurs fois dans le mois. J'ai toujours cette excitation. C'est magique. C'est une chance. Je mesure la chance que j'ai de travailler... avant ça, je me fais coiffer, maquiller par des fées qui nous mettent en valeur, qui nous chouchoutent. J'apprécie chaque instant. Je ne serai jamais blasée de ça. Jamais. Et justement, c'est quoi un peu les choses sur le plateau que les gens ne voient pas, mais qui se passent et qui demandent par exemple beaucoup d'énergie ? Alors, déjà la préparation, parce que le téléachat, particulièrement, toutes les émissions nécessitent une préparation. Maintenant, le téléachat, c'est et de l'animation et de la vente. Donc, ce n'est pas que de la représentation. Donc, il faut bien connaître ses produits. On est briefé par un service des achats qui sélectionne les produits. Il faut qu'on connaisse tout. Moi, je ne travaille pas au prompteur. Je n'ai pas de fiches. Non, mais c'est très bien que tu aies des fiches. Hein. Je ne juge pas du tout. Hein. Ouais, je ne les lis pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours... détester le prompteur parce que je trouve qu'on perd en authenticité et en connexion avec... On en revient à la même chose. Voilà, donc j'aime pas ça parce que lire, alors que... je trouve que c'est trahir un peu la personne à qui tu parles. C'est sûr. Donc il n'y a pas de prompteur, donc ça nécessite une préparation préalable qui est un peu plus élevée, je pense. Alors, depuis le mois de janvier, je co-anime l'émission de téléachat, qui est la seule émission de téléachat sur le PAF, donc en France, qui s'appelle maintenant My Boutique Téléshop. C'est le mix de 2 émissions historiques qui existaient depuis 38 et 37 ans à la télévision française, à savoir Téléshopping sur TF1 et M6 Boutique sur M6. Donc, Marie-Ange Nardi, qui est un pilier de la télévision française, que je regarde depuis toujours à la téloche, qui est une femme incroyable, solaire,
avec des qualités immenses, m'a rejoint sur M6 et on anime depuis le 2 janvier My Boutique Téléshop. Il y a un ADN tout particulier dans cette émission, c'est qu'on veut du naturel. On est enregistré, mais on est enregistré en conditions de direct. Donc il y en a une qui raconte une connerie, l'autre qui la reprend, une qui bafouille, l'autre... On refait pas. On voit les caméras, on voit les trucs passer, etc. Donc ce que les gens ne voient pas, c'est de la préparation. On s'appelle, on se voit avec Marie-Ange, on aborde le sujet de la meilleure façon possible, on teste les produits, parce que ce n'est pas des produits qu'on découvre sur le plateau. Vous ne vendez pas sans tester? Non, on ne vend pas sans tester. Il y a un service qualité qui vérifie évidemment tout. Il y a des gens qui testent le produit, des témoins. Il y a des témoignages qui sont diffusés pendant nos émissions. Ce n'est pas des comédiens. Moi, j'ai plein de fois la question, c'est du pipeau, machine, c'est une comédie. Non, c'est des vraies personnes qu'on rencontre, qui ont testé, qui ont vu des différences sur leur visage quand c'est des crèmes, qui ont testé plein de choses. Et donc, il y a une vraie authenticité, aussi bien dans la préparation que dans la présentation. Ce qu'on ne voit pas, c'est que, par exemple, quand un tournage commence à 10h, le PAT, le prêt à tourner, il est à 10h. Moi, j'aime me réveiller hyper tôt, je me lève vers 6h, j'arrive avant 8h en studio, je bosse, je relis toutes mes fiches que je me suis faites et que j'ai pour pouvoir m'imprégner des produits, je regarde le plateau. Moi, j'ai besoin d'avoir une vraie connexion avec les gens du plateau, les cadreurs, le réalisateur, les gens du son, les décos, la lumière. Enfin, pour qu'une émission fonctionne bien, il faut qu'il y ait une bonne ambiance. C'est sûr. C'est très important pour moi. C'est-à-dire que si je sens une tension ou qu'il y a un truc qui ne va pas ou que je ne le vis pas bien. Et puis, j'aime bien cette interaction que je peux avoir avec les maquilleuses, les coiffeuses. C'est devenu des copines. Enfin, voilà. Ouais, je comprends. Et donc, on se fait préparer comme ça, on papote, il y a une bonne ambiance. Quand on a des invités, on échange avec eux pendant toute cette préparation. Puis ensuite, on nous équipe et c'est parti, quoi. Et comment tu te prépares, toi, personnellement, mentalement, avant un tournage? Donc déjà, je connais mes produits. Encore une fois, on revient à la base. Je présente des produits, je vends des produits. Donc, je me dois de les connaître mieux que personne. Et de me dire, OK, si je me mets à la place des gens qui regardent l'émission, de quoi moi j'aurais besoin? Quelles informations sont importantes? Créer la demande. Créer le besoin. Le besoin, pardon. Créer le besoin. Le besoin. Et ce qui est top, c'est... Voilà, après, sans raconter des bobards, je ne mange jamais. Je ne mange jamais. Il m'est arrivé qu'on me dise, OK, ça, c'était pas dans My Boutique Téléshop, c'était M6 Boutique il y a quelques petites années. Un produit, j'étais pas du tout convaincue. Mais je leur ai dit. J'ai dit, écoutez, celui-là, je suis pas convaincue, j'ai l'impression que ça marche pas, ça me va pas. Et en fait, ils sont tellement à l'écoute et on veut tellement être au plus proche du téléspectateur et de l'acheteur qu'en fait, le produit, il a dégagé. Donc, comment moi, je me prépare? Moi, déjà, je suis très heureuse d'y aller. J'ai mon petit rituel le matin. Comme je te le disais, je me lève tôt. Je me mets mes petits patchs sous les yeux. La maison est encore endormie. Non, mais c'est important pour moi. Et puis j'arrive avant tout le monde. J'aime être avant tout le monde. Me poser, et après, l'énergie monte petit à petit. Et le maquillage et la coiffure font partie du moment où je me transforme en animatrice, quoi. Et je sais que en Belgique, du coup, on regarde un peu moins M6. Ouais. Forcément, on a nos émissions aussi. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on te reconnaît beaucoup dans la rue? Est-ce que tu vis bien Oui. la notoriété, on va dire? Oui, c'est marrant. Après, je suis pas non plus... Tu sais, il faut être assez humble aussi. Le téléachat, ça reste du téléachat. Moi, c'est marrant parce que j'ai écrit un post LinkedIn là-dessus il y a quelques mois. Tu sais, quand tu rencontres des gens et qui te disent « Tu fais quoi dans la vie ?» Alors, je suis animatrice. « Ah bon? Mais où? À la télé. »« Oh, pardon, je suis désolée, je regarde pas la télé. » Et c'est quoi comme émission? Et là, tu dis, c'est une émission de téléachat. Donc à l'époque, c'était M6 Boutique, là, c'est My Boutique Téléshop. Les gens ont une petite gêne de se dire « Ah merde, c'est une émission, c'est poussiéreux, personne ne regarde le téléachat. » Eh bien, figure-toi que entre décembre et janvier, on a 50% d'audience en plus, que les gens, en fait, regardent énormément le téléachat, mais ils ne l'assument pas. Et pourquoi ils l'assument pas? Parce que c'est un truc un peu vieillot qu'on est en train de dépoussiérer. Et donc, parfois, il y a des gens qui me reconnaissent. Je suis hyper touchée. Je vis avec... et j'habite et je suis amoureuse d'un homme qui est un peu plus médiatique que moi, beaucoup plus médiatique que moi. Donc, c'est souvent lui qu'on reconnaît. Et de plus en plus aujourd'hui, les gens me disent « Mais je vous connais,
Je vous regarde le matin, etc. Et c'est marrant parce que mon mari, qui est d'une humilité et d'un soutien sans faille, il aime bien dire « je suis le mari de Charlotte ». Alors qu'en fait, il est beaucoup plus connu que moi. Donc voilà, maintenant, j'ai pas honte de dire que ça me touche énormément. Je suis une petite fille. Hier soir, j'ai été vachement honorée parce que quand je suis arrivée au salon, enfin, le salon a démarré ce matin, mais il y avait une soirée... soirée networking. Voilà, networking hier soir. J'ai été remerciée sur scène avec un bouquet de fleurs par Florian, me disant mais merci d'être là, on est hyper honorés que tu sois là. En fait, je perdrai jamais cette comment dire, la simplicité. Je trouve pas ça normal d'être honorée et de me remercier 1000 fois parce que je viens de... Mais moi, je suis trop contente d'être là. Non, mais c'est vrai. Ça se ressent, ça se ressent. Non, mais j'ai vraiment... Et on est très content. Non, mais si je peux apporter quelque chose aux gens, mais c'est génial. Maintenant, ouais, de temps en temps, tu sais, cette assurance, elle sera jamais à 100%. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi, parce que moi, les gens qui se la racontent et qui se prennent pour d'autres, alors qu'en fait, ils n'ont pas fait grand-chose, ou juste, je trouve ça triste. Donc moi, je m'émerveillerai toujours d'un bouquet de fleurs, d'un remerciement, d'être invité, d'être chouchouté, d'être à ton podcast. Merci beaucoup, vraiment. Bah, merci. C'est hyper sincère. Hein. Merci. Et pour revenir vers du coup le M6, ouais. Aujourd'hui, donc, est-ce que c'est une question un peu personnelle, tu peux ne pas y répondre, mais sur les ventes par exemple, est-ce que toi en tant que vendeuse, donc tu es commerciale, est-ce que tu es commissionnée sur... Pas du tout. Non. Je te réponds très clairement. Non, moi je suis prestataire, donc moi je suis payée à la journée de tournage. Je ne suis pas salariée de la boîte de prod. Je suis payée au tournage. Je ne suis pas commissionnée sur les ventes. Je repars de temps en temps avec des produits parce que je les trouve géniaux et que je les veux et donc je les achète pas forcément. C'est quoi le meilleur produit que tu as vendu ? Alors, écoute, là, j'ai un truc chez moi qui est extraordinaire, qui est un tapis de marche. Pour travailler sur un bureau et pour marcher en même temps ? Alors, non, là, c'est vraiment un tapis de marche. Okay. Tu n'as pas ton bureau, mais on le voit beaucoup en ce moment. Ouais. C'est un tapis de marche qui se plie, qui s'appelle Marche Active Speed. Je marche tous les matins quasiment depuis 2 ans maintenant. Il monte jusqu'à 12 km/h si jamais tu as envie de courir. Il prend pas de place, il est léger. Voilà, ça pour moi c'est canon. Et il y a un deuxième produit que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis quelques mois, auquel vraiment j'étais perplexe, qui s'appelle Puissance 1000. Puissance 1000, c'est un complément alimentaire qui permet de brûler jusqu'à 1000 calories par jour. Okay ? Ça fonctionne ? Écoute, franchement, je leur ai dit, c'est un peu bizarre. En plus, les nanas, le rapport au poids, moi, j'ai aucun problème à dire que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, que quand j'étais jeune, j'étais très ronde, plus que ronde, que je suis tombée dans l'anorexie, dans la boulimie. Enfin, voilà, c'est des choses aussi qui m'ont construite, tu vois, et de pouvoir en parler aujourd'hui. On parlait de développement personnel. Pour moi, c'est une force d'en parler parce qu'il y a plein de gens qui sont touchés par ça et qui n'osent pas en parler. Donc, OK, ça aussi, ça fait partie de la connaissance de soi et de pouvoir mieux avancer. Donc, troubles du comportement alimentaire, tout le bordel. Je me dis, Puissance 1000, c'est un peu du pipeau quand même. Donc parce que généralement, c'est le genre de produit où c'est pour vendre, c'est ça. Ouais. OK. Je leur dis, écoutez, moi, je veux quand même tester parce que je ne veux pas raconter des bêtises, surtout que c'est un sujet qui m'est cher. Enfin, c'est important. Je peux pas être porte-parole d'un truc auquel je ne crois pas, surtout pas sur ce thème-là. Je discute avec des nutritionnistes. J'ai une maquilleuse qui me dit, moi, je l'ai essayé, c'est incroyable. Je dis, bon, je vais essayer. Je ne dis rien à mon mari. J'essaye le truc. 2 gélules le soir, d'accord ? Rien, c'est pas contraignant, on s'en fout. Au bout de quelques semaines, je dis rien. Je me sens bien dans mes vêtements, mais je change pas mes habitudes alimentaires. Mon mari me dit, mais t'as fondu. Enfin, il y a un truc qui s'est passé dans ton corps. Je dis, mais je sais pas. J'ai jamais autant bien mangé. Je me pose pas de questions. Je me suis libérée de tous mes troubles depuis plusieurs mois, années, etc. C'est quand même récent. Et en fait, Puissance 1000, ça marche, mais de ouf. Et comment ils font ? Bah, écoute, c'est des compléments alimentaires qui sont à l'intérieur. C'est des ingrédients et un process tout à fait particulier. Alors, tu ne peux pas vendre un complément alimentaire. Tu vends un programme, donc une hygiène alimentaire qui est bonne. Tu fais un peu de sport, mais c'est ce que je fais, moi, dans la vie. Mais il suffisait d'un petit coup de boost qui te fait du bien. Et voilà, incroyable, je ne peux pas te dire. Voilà. Donc, moi, Puissance 1000 et Marche Active Speed, c'est mes trucs que je fais au quotidien. Et après, on découvre plein de produits. Là, on a un service des achats qui se démène, mais de dingue, qui voyage dans tout le monde et qui trouve des produits de fou. Là, on lance le mois prochain un petit produit qui s'appelle Hydrate, qui est un outil, un petit device
qui vibre et qui va venir décongestionner le contour des yeux, Ok. qui est génial. Je l'ai essayé, je trouve que c'est révolutionnaire. Parce que le contour des yeux, chez les hommes et chez les femmes, c'est quand même assez important parce que c'est ça qui traduit ta fatigue. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc ça, c'est top. Ça sort le mois prochain. Faut pas le louper. Et quoi, donc, en fait, à chaque fois, vous avez des nouveaux produits, mais Ouais. est-ce que les gens ont encore la possibilité de les acheter après les émissions? Oui, bien Ou sûr. alors, en fait, à chaque fois, vous avez une grande marketplace. Alors, en fait, il y a un site internet sur lequel on peut acheter 24 sur 24. Il y a des moments avec des offres toutes particulières, tu vois, où tu as, je sais pas, au moment de la Saint-Valentin, tu as des offres particulières sur les bijoux. Tu as ce qu'on appelle les happy morning avec des offres qui vont jusqu'à 50%, etc. Donc, tu as des moments clés dans l'année, mais tu peux acheter quand tu veux. Tu peux acheter par téléphone Ok. ou tu peux acheter sur Internet. Et puis, évidemment, on peut acheter des trucs sur Amazon, sur d'autres plateformes. Et, grande nouveauté de cette année 2026, TikTok Shop. Pourquoi tu rigoles? Bah, c'est très récent. Eh bien oui, c'est très récent. Ça fait quasiment 1 an, je crois, que TikTok Shop est arrivé en France en avril 2025. Moi, je m'y intéresse parce que le live shopping, c'est important et que je trouve ça dingue. Il y a plein de plateformes comme Whatnot, etc., qui sont des plateformes où tu fais du live shopping. My Boutique Téléshop se lance dans TikTok Shop avec l'opportunité de pouvoir découvrir des produits. On va avoir des influenceurs qui vont vendre des produits qu'on trouve sur My Boutique Téléshop. Moi, je vais aller faire des ventes sur TikTok Shop. Je trouve ça canon. C'est sous forme de live, quoi. C'est des lives, c'est du live shopping. C'est un peu comme, je sais pas si tu avais déjà vu, il y a en Chine, c'était une dame qui faisait ça. Elle avait fait, je pense, 17 millions en une Ah journée oui, oui, de non, CA. mais... Et elle monte un produit 4 secondes et elle change, elle change, Ah non, elle mais change. c'est un principe qui est extrêmement efficace. Puis, au-delà d'M6, j'anime aussi des live shopping, pas loin d'ici à Lille, pour des marques. En l'occurrence, Françoise Saget, qui est mon client maintenant depuis 4 ans, 4 ans et demi. Et tous les mois, on se fait un live. Et écoute, ils sont super contents. C'est des marques pourtant qui existent depuis plus de 40 ans, qui ont décidé de prendre ce tournant et pour qui ça fonctionne très bien. Ok, Et super. j'anime d'ailleurs le 12 février à Paris le live, je n'ai pas le nom, ECLS, e-commerce live summit. Voilà, e-commerce live summit. Sommet du commerce. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on va pouvoir retrouver plein de gens, dont ceux qui gèrent TikTok Shop, etc., pour pouvoir prendre ce tournant parce qu'il y a plein de marques aujourd'hui qui ne savent pas comment faire. Et la partie live shopping, elle est fondamentale parce que ça crée du lien avec l'audience. Ok. Et ça, ils peuvent retrouver où les gens? Alors, le ECLS, e-commerce live summit. Alors, soit ils vont sur mon LinkedIn ou sur mon Instagram, donc Charlotte Rosier Tapiro, et il y a le lien qui y est. De toute façon, il sera dans la description de la vidéo. Et sinon, c'est la bonne façon de faire ça. Ok. J'ai des questions encore un peu perso. Là, Vas-y. on arrive sur la fin où on va apporter des conseils. Et donc, toi, la télé, ça a été quoi un peu les moments compliqués et comment tu les as surmontés? Et quelqu'un qui veut se lancer demain à la télé, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, les moments compliqués, c'est quand les émissions ou les chaînes de télé s'arrêtent. Moi, j'ai mal vécu, par exemple, QVC, la chaîne de live shopping américaine, quand ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et c'est compliqué parce qu'en fait, la télé, quand tu y as touché, que tu as aimé, que tu y as goûté, c'est compliqué quand ça s'arrête. Parce que tu te sens un peu vulnérable, ça devient un peu addictif. Mais c'est pas mal finalement parce que ça te remet un peu les pieds sur terre et que tu te dis ok, bon, il y a d'autres choses dans la vie. Tu peux te réinventer. Et tu peux te réinventer et ça m'a permis de développer. Aujourd'hui, je ne fais pas que de la télé et Dieu merci parce que ça me remet les pieds sur terre. Parce que quand tu as maquilleur, coiffeur, machin, tu peux t'oublier un peu. Mais tu redescends et tu te dis ok, je ne suis qu'une speakerine de téléachat, on va redescendre. Donc ça, c'est quand ça s'arrête, c'est pas simple. Quand on te change tes habitudes. Pendant 2 ans, j'ai travaillé sur M6 Boutique avec Laurent Artufel, qui était mon binôme, qui est un comédien extraordinaire, qui est un mec qui est humainement génial, qui a un talent de fou. On a monté notre duo tous les deux, on s'est apprivoisés. C'est un mec génial, qui est devenu un ami. Et un peu du jour au lendemain, parce que c'est comme ça la télé, les gens te disent finalement, on va arrêter de te faire travailler avec lui. Tu vas travailler avec Marie-Ange Nardi, qui pour moi est vraiment
un bonheur intégral. Mais en fait, de changer tes habitudes, c'est pas facile. Pour elle, on a fait arrêter de travailler avec son binôme, donc c'était pas facile pour elle. Pour moi, on m'a fait arrêter de travailler avec mon binôme, c'était pas facile. Il a fallu se réinventer toutes les deux, donc c'était pas facile. Mais aujourd'hui, on y arrive et on surmonte le truc. Donc rien n'est acquis. Savoir se remettre en question et puis de se dire qu'on n'est qu'un maillon de la chaîne. C'est pas parce qu'on est sous la lumière qu'on est imbougeable. Parce que ouais, au final, c'est comme une grande fourmilière, c'est toutes les fourmis qui permettent de faire. On n'est qu'un élément. Le cadreur a autant d'importance que l'animateur. Et s'il y a un conseil que vous auriez aimé avoir, que tu aurais aimé avoir plus tôt, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Ça aurait été quoi? Pour la télé? Oui. Pour la télé ou alors pour ta vie perso en général? De gagner peut-être un peu plus vite confiance en moi. Justement, ce que je te disais tout à l'heure, prendre plus conscience de mes talents. J'en ai pris conscience un peu tard. Et ça se découvre en travaillant sur soi, en étant bien entouré, en ayant quelqu'un à côté de toi tous les jours qui te dit que tu as des atouts, qui te complimente. Il faut s'éloigner le plus possible des gens toxiques. Et moi, j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens bienveillants. J'ai su me détacher des gens malveillants, il y en a. Et surtout, d'avoir... je le regarde, il est à côté, mon mari, qui a un peu plus d'expérience en la matière et qui sait m'aider à m'apprécier tous les jours un peu plus. C'est super. C'est important. Non, mais c'est vrai, et c'est pas facile. Alors, il faut savoir compter que sur soi, etc. Mais si vous êtes bien entouré, c'est pas mal aussi. Et si on pouvait résumer ton parcours, donc de ta première expérience à aujourd'hui, ouais. Comment tu résumerais ça? La cohérence. Je dirais que c'est de la cohérence, parce qu'aujourd'hui, je me retrouve... Et j'adore dire ce mot, speakerine. Je ne suis pas speakerine, mais ça me fait rire, parce que ça me fait redescendre d'un petit... Aujourd'hui, j'anime des émissions de téléachat à la télévision. Et j'ai démarré en école de commerce. Donc aujourd'hui, il y a l'animation, la communication, le business, le marketing, l'image de soi. En fait, tout est réuni. Et il m'arrive de travailler également pour des marques pour lesquelles, à l'époque, je faisais du marketing. Aujourd'hui, j'anime ce qu'on appelle les beauty summits, des événements pour Shiseido, pour qui j'étais à l'époque chef de produit. Donc, le mot-clé pour moi, c'est la cohérence. Il y a une cohérence dans tout ça et il y a un chemin qui est très aligné, finalement. Okay. Cohérence. Ok, cohérence, on retiendra ça. Et donc, c'est une question un peu, on va dire, une question importante sur le podcast. Ouais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes avoir réussi? Et alors, pour toi, ça rime à quoi réussite exactement? Parce qu'il y a plein de façons de réussir aussi. Alors moi, pour moi, la réussite, c'est d'être heureux. Mais ça fait un peu Miss France de dire ça, genre je veux que la paix, que tout le monde se tienne. Non, la réussite, c'est de se réveiller tous les matins, d'être heureux de faire ce qu'on fait, d'être heureux de se réveiller à côté de la personne avec laquelle on est, ou pas, parce qu'on l'a choisi. Aujourd'hui, j'ai réussi, mais c'est pas fini. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'envie, j'ai beaucoup d'ambition, pas au détriment des autres. J'ai pas envie d'écraser les autres pour avancer. J'ai cette niaque qui se développe de plus en plus. Mais la réussite pour moi, c'est le bonheur de se lever chaque matin et d'être content dans ce qu'on fait. Parce qu'à l'époque, quand je bossais dans le marketing, dans des gros groupes, j'étais pas heureuse de me réveiller le matin. J'avais la boule au ventre, j'étais en stress permanent. Là, aujourd'hui, mais c'est de l'excitation pure. Donc ouais, j'ai réussi. Et j'ai réussi parce que je suis bien. Merci pour cet échange, en tout cas. Merci beaucoup, Ilan. Bravo à toi. Parce que c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Merci de ton intérêt. Merci à toi. Merci. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes. L'Instagram de Charlotte sera dans la description. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.